Sextech Lab. Il se trouve que ce titre-là, c'est le titre d'une conférence que j'ai donnée il y a 3 ans exactement à Nantes, qui correspondait à une énorme question que je me posais à l'époque et que je me pose encore aujourd'hui beaucoup dans l'univers, le vaste univers des objets connectés, qui n'est pas spécifique au sextech, qu'on retrouve dans pas mal de domaines. C'est que je trouvais que cet univers-là était extrêmement froid. C'est-à-dire beaucoup d'objets connectés, notamment ceux qui équipent la maison, sont extrêmement froids, n'ont pas beaucoup de valeur émotionnelle. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi leur croissance n'est pas aussi merveilleuse que ce qui était prévu par les analystes. Et heureusement, il y a quand même quelques objets qui, bien habillés, notamment en termes de contenu, en termes de design, en termes de valeur d'usage, peuvent apporter une vraie valeur émotionnelle. Alors pourquoi je suis là? Parce qu'en fait, je fais plein de choses dans la vie, c'est pour ça que je m'appelle Saltimbanque maintenant, mais je suis l'auteur de Guide des startups, que certains d'entre vous connaissent peut-être, que j'édite depuis près de 12 ans maintenant. Je viens de sortir la 21e édition, qui fait 442 pages. Je n'ai pas fait exprès de faire 442, mais c'est un guide qui est contributif, puisqu'il y a 50 contributeurs qui ont contribué à son évolution dans le temps depuis 2006. Et il est très téléchargé. Ça ne veut pas dire qu'il est lu d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde lise les 400 pages du machin. Mais c'est gratuit. Mais c'est vraiment gratuit. C'est un peu comme l'école 42, et il n'y a pas de piège. J'ai déjeuné avec Xavier Niel il n'y a pas longtemps qui me disait que l'école 42 qui est à Fremont, là, au sud de San Francisco, pose un problème, c'est que les Américains croient qu'il y a anguille sous roche. Ils croient que c'est pas possible que ce soit gratuit. Alors c'est vraiment gratuit, quoi. Le guide des startups, c'est vrai, il est gratuit, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de subvention, et je ne vends rien. Vous n'êtes pas le produit au sens où ça ne sert pas à vous vendre quelque chose. Ça me sert à moi à rencontrer des startups qui après me permet éventuellement de faire de la veille technologique et d'aider les grands comptes à comprendre ce qui se passe dans le merveilleux monde des technologies. Alors pour revenir au sujet, là, finalement, qui est un sujet important pour vous aujourd'hui, yes sir. Du coup, pourquoi la French Tech? J'ai mis le logo French Tech parce que j'y contribue, parce que je considère que c'est un des éléments qui dynamise l'écosystème de la French Tech en France, mais ils ne m'ont jamais payé. Okay. C'est ça ta question, ouais? Ouais. Ah, je sais pas, il n'y a pas envie de sourire. Non, par contre, il y a un truc rigolo, c'est que je ne sais plus quel média un jour a repris l'annonce de l'année dernière du guide, et ils ont dit édité par la French Tech. Alors j'étais mort de rire parce que je l'édite à moi à compte d'auteur, je ne l'édite pas d'ailleurs parce que je le publie, et c'est un PDF en Creative Commons, je le balance dans la nature, et les mecs ils ont vu le logo, ils ont dit donc ça doit être la maison d'édition. Ce qui veut dire que les gens qui ont écrit ça ne connaissaient pas du tout l'écosystème du numérique et des startups en France. Donc bonne question. Par contre, je n'ai pas vraiment compris votre rôle aujourd'hui dans le travail, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est votre mon rôle, je veux dire, dans le contexte de la journée. En général. Ah, en règle générale, je suis saltimbanque. Ah, wow, c'est bien. C'est ça mon rôle. Ah oui, parce qu'en fait, je suis consultant, je suis enseignant, je fais de la photo, je développe des logiciels. Qu'est-ce que je fais d'autre encore? Je suis expert indépendant dans plein d'organisations. J'ai été business angel, je ne le suis plus maintenant. J'ai tous les rôles imaginables en même temps. Je suis indépendant, freelance. Je fais beaucoup de conférences sur des sujets qui n'ont rien à voir avec les autres. Dans 2 semaines, je fais une conférence sur l'astronomie. Il y a 3 ans, j'ai fait des conférences sur le semi-conducteur, sur la génomique. Je m'intéresse à tout. Voilà. Donc en fait, quand on me demande ma spécialité, je dis il n'y en a pas. Je peux vous aider sur un peu tout et n'importe quoi. En ce moment, je m'intéresse aux neurobiologies, à la neurobiologie et aux neurosciences. Donc je suis en train d'écrire un papier là-dessus, donc je suis en train de lire plein de bouquins sur le sujet. Et c'est très intéressant de s'intéresser aux neurosciences dans votre contexte. Votre domaine, enfin le domaine des sextech est quand même lié aux neurosciences, à la compréhension de comment fonctionne l'humain. Et on peut le regarder sous l'angle plutôt des sciences cognitives, au sens de comment fonctionne l'homme en général dans la société, mais on peut le regarder aussi sous l'angle biologique. Il y a plein d'angles de regard scientifiques sur cette question-là, et ça m'intéresse aussi d'une manière générale. Donc je reviens sur le point de départ, qui est que quand on offre quelque chose à un utilisateur ou à un client, quel que soit le produit, que vous rendiez un smartphone, une assurance ou un sextoy, vous êtes là pour répondre à 3 besoins fondamentaux des consommateurs, du public. Les gens en moyenne dans la vie, ils ont 3 types de besoins. Ils ont un besoin financier pour vivre, ils ont des besoins liés au temps, c'est-à-dire gagner du temps ou pas en perdre, ou bien l'utiliser. Et ils ont un 3e type de besoin qui correspond à peu près aux 3/4 de la vie des gens, normalement, constitués, c'est des besoins émotionnels. Et les besoins émotionnels, c'est des besoins liés à l'épanouissement de soi,
C'est des besoins liés à la relation avec les autres, la vie sociale. Ça va jusqu'au plaisir, ça va jusqu'au bon usage de son temps. C'est des besoins liés à la famille, liés aux enfants quand on est des parents. Les besoins liés à la relation avec les seniors, quand on a des seniors dont il faut prendre charge. Donc notre vie émotionnelle, c'est probablement ce qui est le plus important. Si on vous enferme dans une boîte noire avec juste Facebook, vous allez mourir. Si on vous enferme dans une boîte noire avec rien du tout, vous allez mourir tout de suite. Si on coupe l'essence d'une personne, elle meurt aussi. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on torture les terroristes. On essaye de les isoler au niveau de tous les sens, ce qui n'est peut-être pas une bonne méthode d'ailleurs, mais pour les faire cracher quelque chose. En tout cas, ce qui est important dans la vie, c'est qu'il faut avoir des relations avec les autres et des sens. Donc, tout ce qui permet de développer ça est bien dans la vie. Donc, c'est à ça que vous allez contribuer. Alors, j'ai inventé des lois qui sont des lois complètement stupides et qui permettent de définir la valeur d'une start-up. Donc les deux lois, la première loi je ne l'ai pas inventée, la deuxième je l'ai inventée. La première loi, ça s'appelle la loi de la brosse à dents. Est-ce que vous la connaissez, la loi de la brosse à dents? Non, oui. ça vous fait. Toi tu la connais? Oui. Parce que tu m'as déjà vu en parler, ou tu as déjà vu Google en parler, non? Oui, Google, oui. Donc c'est Google Venture qui a édicté cette loi. C'est la loi de leur investissement. C'est-à-dire qui décrit la manière dont ils investissent dans des boîtes. Ils ont décidé d'investir uniquement dans les startups qui correspondent à un usage régulier, si possible tous les jours, donc comme la brosse à dents, et qui concerne beaucoup de monde. C'est complètement empirique et c'est stupide, c'est-à-dire c'est beaucoup de gens et tout le temps. Je vais vous donner un exemple du peu fréquent et beaucoup de monde. Supposons que vous vouliez inventer le Uber du déménagement, c'est-à-dire l'intermédiation entre les particuliers et les sociétés qui font des déménagements, voire d'autres particuliers qui peuvent vous aider à faire un déménagement. C'est sympathique. Ça peut concerner pas mal de monde. Le problème, c'est que la fréquence des déménagements n'est pas aussi fréquente que les transports ou le sexe. Donc, vous déménagez en moyenne tous les 2 ans quand vous êtes jeune, et tous les 10 ans quand vous commencez à vieillir, ou tous les 5 ans. Donc, c'est pas très fréquent. Donc, c'est pas très intéressant pour Google. C'est ça, cette loi. Et donc, elle est importante dans le monde des contenus, dans le monde des loisirs, dans le monde des objets connectés, parce qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent sur le marché, qui effectivement, au départ, donnent l'impression qu'on va en faire un usage assez courant, et dans la pratique, finalement, il y a une usure qui fait qu'au bout de quelques temps, on ne l'utilise pas. Et là, on verse de l'autre côté de la rivière, et on tombe dans la loi de la yaourtière. Ci-devant, belle yaourtière, hashtag sur Amazon. Et donc, la yaourtière, c'est quoi? C'est un produit qu'on achète parce qu'on l'a vu à la Foire de Paris ou dans une démo ou chez sa grand-mère. On se dit, ah, c'est génial, je vais faire des yaourts pour à la maison. On achète son lait frais, non pasteurisé, on le met dedans, on met la présure et tout. Et ça fait un yaourt. Bon, le problème, c'est que c'est chiant à utiliser et qu'en général, comme une machine à pain, au bout d'un certain temps, on le met au dernier étage du placard, voire au-dessus du placard, qui n'est accessible qu'avec une échelle dans la maison, et on n'utilise plus. Et ça arrive à énormément de produits. Et d'ailleurs, ça arrive à des produits qui ne sont pas matériels, parce que là, c'est un produit matériel, ça arrive à peu près 99% des applications de l'App Store et de Google Play. Vous savez qu'il y a 3 millions d'applications sur l'App Store. C'est beaucoup. Mais il n'y en a même pas 1% qui vivent et qui génèrent un usage récurrent, courant par les utilisateurs. Il y a plein d'applis qui ne servent à rien, qui ne sont pas utilisées dans la durée. Donc, quel que soit le produit auquel vous pensez, ou la solution à laquelle vous pensez aujourd'hui, évitez d'être là. Et trouvez le moyen d'être là. En tout cas, si vous voulez faire un business. Si vous voulez faire un business où il y a du revenu récurrent, un business où il y aura beaucoup de gens qui vont s'intéresser à votre produit, qui vont l'acheter, qui vont l'utiliser dans la durée. Donc, il faut être plutôt là que là. Bon, c'est con à dire, mais ça vaut mieux d'y penser quand même quand on se lance dans un projet. Alors ça, c'est une étude qui commence à être vieille, elle a 5 ans d'ancienneté. C'est une étude qui montrait que les wearables, donc une catégorie d'objets connectés bien connus, vous savez, les trackers, c'était le Fitbit, eh bien, quand on l'achetait, au départ, on l'utilisait, et puis au bout d'un an, il n'y avait plus que la moitié des gens qui continuaient à l'utiliser. Et si on allait encore un peu plus loin, au bout de 2 ans, 2 tiers des gens les avaient abandonnés. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Je ne sais pas si l'étude serait vraie aujourd'hui, parce que c'est une étude il y a 5 ans. Elle concernait les early adopteurs de ce genre de produit. Peut-être qu'aujourd'hui, la courbe serait différente. En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que le produit, le service qu'on va créer, va générer un usage dans la durée? Yes. Juste une question sur la courbe. Est-ce que elle prend en compte les produits de substitution? Dit autrement, c'est une très bonne question. Dit autrement, j'achète une Apple Watch. Ouais. Si je change d'Apple Watch, parce que je prends la nouvelle version, est-ce que je suis sur la courbe ou pas sur la courbe? Bon, d'abord, à l'époque de cette étude, les montres connectées n'existaient pas trop. Je crois que la Pebble était encore sur Kickstarter à peine. Et elle s'est fait racheter par je ne sais plus qui d'ailleurs. Pebble a été racheté par qui? Qui a racheté Pebble? Fitbit qui a racheté Pebble, voilà.
Donc à l'époque, on parlait surtout de trackers. C'était les trackers qui suivaient les activités physiques. Je ne sais pas, en tout cas, on pourrait se poser la question sur une autre courbe qui serait les courbes de vente de tablettes. Le pic des ventes de tablettes a dû être en 2014 ou 2015. Depuis, est-ce que ça gueule? Pourquoi? Parce qu'il y a une substitution des tablettes par les smartphones phablettes, donc les gros smartphones, ou par maintenant les tablettes PC qui commencent à être potables dans leur rôle mixte PC et tablette. Donc, en tout cas, il y a des caractéristiques de certains produits qui font qu'au bout d'un certain temps, l'usure de l'usage se produit. La question qu'on peut se poser, c'est dans votre domaine, finalement, quelles sont les tendances? Moi, je ne sais pas trop quelles sont les tendances dans les sextech. Dans les sextech, il y a des contenus, il y a des objets connectés, il y a des objets connectés à des contenus. L'un des plus connus, c'est le Little Bird, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le sextoy de Christelle Lecoq que vous verrez demain, je crois, et qui est une des plus dynamiques entrepreneuses françaises, entrepreneurs dans l'absolu, sur ce marché-là, et qui bourlingue sur ce sujet depuis au moins 4 ans, si je ne m'abuse, qui d'ailleurs se posait beaucoup de questions. Moi, je me rappelle de son histoire au démarrage de son projet. Au départ, elle voulait être éditeur de contenu pour tablette, pour relier des sextoys. C'est difficile de vendre des contenus, donc elle s'est mise à avoir une offre intégrée qui intégrait son sextoy avec son propre design, mais finalement un vibromasseur féminin relativement classique, complété par ses propres contenus. Et donc elle s'est mise à proposer au marché une solution complètement intégrée. J'ai eu l'occasion de le tester, enfin juste comme ça, avec la main. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai trouvé que l'idée était très intéressante, c'est-à-dire l'idée consistant à associer un produit hardware à un contenu. Par contre, j'ai trouvé une idée d'amélioration du produit au niveau hardware. En fait, son produit, il se déclenche et il se met à vibrer et c'est on-off. Et je me suis dit que dans le plaisir féminin, il y aurait probablement matière à ce qu'il n'y ait pas simplement on-off dans la vibration, mais qu'il y ait une gradation. C'est-à-dire qu'entre éteint et allumé, il y a un truc plus fin. Et techniquement, c'est pas évident à faire, mais c'est pas impossible. Donc peut-être qu'un jour, on verra d'autres versions de ce truc-là qui sauront apporter une gradation dans la vibration en connexion avec les contenus. D'un point de vue du business de la société, pardon? C'est ce qu'on fait, donc. Ça marche. Quoi? Bah c'est parfait. Alors là, on l'a là-haut et ça fonctionne. Il y a une échelle de 0 à 20. Et, Bah nickel. Bah, de toute façon, quand tu as une idée, il y a toujours quelqu'un d'autre qui l'a et qui la met en œuvre, et c'est parfait. Je vais vous montrer quelques objets technologiques qui peuvent jouer un rôle dans le domaine des sextech. Dans tout l'univers de la réalité virtuelle, et que j'ai vu observer notamment au CES cette année, j'ai vu des trucs assez marrants. Alors, il y a tout un tas de capteurs qui se rajoutent au corps. Donc, pas forcément sur les parties génitales, mais là, vous avez par exemple un simulateur de vol. Vous pouvez en tester un qui est installé au cinéma MK2 BNF, vous savez, qui est au sud de la Bibliothèque nationale de France. Ça, c'est un Somniax, c'est un des 3. Il y en a un qui est français, c'est le Hypersuite, une boîte qui s'appelle Théorie. Donc vous allongez dessus, vous avez un ventilateur et vous volez. Donc imaginez rajouter un sextoy dedans, on peut imaginer des trucs marrants. Donc vous avez celui-là, vous êtes en l'air, là, vous êtes accroché là, on vous met dessus, et là, pareil, vous pouvez bouger dans tous les sens. Alors c'est pas un truc qu'on met dans l'appartement, hein. Ni celui-là, ni celui-là. Donc ça, c'est pour les jeux d'arcade, c'est pour des professionnels du spectacle ou à la foire du trône, qui vous installent ça et qui vous permettent, avec du contenu, de vivre une expérience intéressante. Là, vous avez carrément des objets pour les mains, pour les pieds. Donc, on peut imaginer des sextoys qui font vibrer les pieds. Hein. Pourquoi pas? Les mains, les pieds. Pour les doigts, il y a déjà. Pour les doigts, ça existe. Ouais. Voilà. Donc, voilà le genre de truc que j'ai découvert en faisant un peu de veille techno. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que d'abord, j'improvise, et 2, il faut toujours regarder autour de soi ce qui existe pour imaginer une nouvelle solution. C'est pas simplement en regardant les sextoys standards qu'on peut imaginer des solutions. C'est en regardant largement l'univers émotionnel avec les objets et d'imaginer ce qu'on peut créer à partir de ça. Alors ça, c'est le truc assez basique pour les mecs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la démo. Alors je vais vous montrer la vidéo de promotion du truc. C'est un truc fait par des Chinois, mais en fait il y a plein de marques qui font ça. Des Japonais, des Chinois, des Américains. Donc ça, c'est le sextoy pour les hommes, et donc qui est couplé à des lunettes de réalité virtuelle classique, vision stéréoscopique, avec un contenu qui est soit un film d'Orcel, point de vue de l'homme, soit carrément image de synthèse. Alors la boîte en question qui s'appelle BKK, là, qui est chinoise je crois, elle propose le casque, le vibromasseur masculin, et un contenu qui est en fait une application de réalité augmentée, mais en fait c'est un jeu vidéo, où vous choisissez votre femme.
Donc, je veux une brune, je veux une blonde, je veux des petits seins, je veux des gros seins, je veux un gros cul, un petit cul. Et vous avez l'image qui va correspondre avec le genre de ça. Bon. Franchement, je trouve pas ça génial. Moi, je préférais une vraie fille, quoi. Ouais. Et là, c'est là où Dorsey peut peut-être être créatif, et je pense qu'il doit travailler sur la question. Donc, je vous montre la vidéo quand même qui arrive assez rigolote. C'est juste le teaser, quoi. Je vous rassure, c'est pas montré sur les stands de CES. Il faut aller sur Internet. Alors, vous prenez le URL qui est là, vous cherchez bien, et vous aurez le catalogue complet, les scénarios, tous les usages et tout. Et il y en a, on n'a même pas besoin de faire le mouvement. Oui, en plus. Oui, oui. Je vois bien. Non, mais je pense que le mouvement est à rajouter pour la vidéo. Il ne sert à rien, le mouvement, en l'occurrence, selon ce genre de produit utilisé. Alors, ça, c'est ce qu'on a sur le marché aujourd'hui. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on peut être créatif? Parce que c'est un peu bourrin comme truc. Donc, il y a des choses émotionnelles à imaginer au-delà de ce genre de choses. Alors, je vais vous en montrer une, moi, qui me fait fasciner. Non pas dans l'univers des sextoys, mais qui pourrait probablement avoir des applications dans le domaine des sextoys. C'est une nouvelle technologie qui est en train d'apparaître, qu'on appelle la vidéo volumétrique. Qui connaît ça, d'ailleurs? 2. Vous voyez, comme quoi c'est nouveau. S'il y en a que 2 qui connaissent, c'est que c'est nouveau. C'est un concept technologique, 3. C'est un concept technologique, en fait, qui est basé sur la captation d'une scène, qui peut être avec des plantes, avec des animaux ou avec des personnes, avec plusieurs caméras, qui vont capter, en fait, en 3 dimensions la scène, mais animée, et qui vont être capables de la reproduire ensuite en 3 dimensions, quel que soit le point de vue arbitraire. Et un point de vue qu'on va pouvoir bouger en se déplaçant avec des lunettes de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Et je vais vous montrer l'une des plus belles vidéos de ce domaine-là, qui vient d'une startup américaine qui s'appelle 8i. AI brings you the best way to create and experience volumetric 3D video of real people. By giving you complete freedom of movement, volumetric video enables an unprecedented sense of presence, real emotional connection with the person you're watching. Up until recently, we could only get partial view of people in VR. Today, we're excited to introduce an industry breakthrough by enabling fully volumetric 3D video of people, allowing you to walk completely around them in virtual reality. We're on a mission to enable everyone to connect with each other in the closest way to real life. Ça doit être la 35e fois que je monte cette vidéo, et à chaque fois, elle me donne des frissons. Pourquoi? Parce que imaginez que la personne qu'on voit, ou la femme et l'enfant qu'on voit, ce soit quelqu'un qu'on connaît, ou sa grand-mère, ou quelqu'un qu'on rencontre à distance. C'est le concept de la téléportation, qui peut être couplé à d'autres capteurs, d'autres sensors, et là, on peut imaginer tout un tas de scénarios qui vont coupler la technologie et l'émotion. Et donc, je pense que cette technologie, qui n'est pas du tout démocratisée aujourd'hui, qui va l'être peut-être dans 2-3 ans, et elle ouvre des portes extraordinaires dans l'émotion. Et je pense qu'on va imaginer plein de scénarios à partir de ça. Je voulais poser une question. En fait, là, au niveau de la qualité de la vidéo... Oui, c'est pourri. non, pas ça, mais ils ont fait des simulations avec des supercalculateurs sur des CryEngine modifiés, donc des moteurs de jeu extrêmement poussés, et en fait, ils arrivent à des degrés de réalité qui sont plus poussés que, encore meilleurs. Voilà, en fait, que la réalité. Et du coup, il y avait des vraies questions de, plutôt que de tenter de capter la réalité et de subir tous les problèmes des uncanny valley, etc., parce que on est dans la perception qui n'est pas parfaite. En fait, c'était plus simple de modéliser une réplique perfectisée, idéalisée d'une personne, et en fait, on a moins de douleur à la voir et à la percevoir. Ça dépend de l'objectif qu'on se donne. Oui. C'est la métaphore entre le contenu réel et le monde du jeu vidéo. Bon, on peut être à l'extrême, entre les deux. Et ce concept-là appliqué à la télétransportation, appliqué à la capacité à avoir quelqu'un qu'on aime mais à distance, ou à distance dans le temps, ou à distance physiquement parlant, le fait d'enregistrer quelqu'un en 3D pour le reproduire plus tard, donc une personne par exemple qui va décéder, la valeur émotionnelle de cette technologie, pour moi, me semble extraordinaire. Et elle peut être utilisée dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, elle peut être utilisée dans des contextes extrêmement larges, et je pense, j'ai l'impression que c'est que ça aura des applications énormes dans tout un tas de domaines.
Donc, ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de technos qui sont en train d'apparaître, qui ont des valeurs d'usage dans tout un tas de domaines, dont des usages qui apportent une valeur émotionnelle très forte. Et c'est ça qu'on cherche dans la vie, hein, c'est comment avoir une valeur émotionnelle forte. Et ce qui est important, c'est que ce ne soit pas trop artificiel. C'est-à-dire que la valeur émotionnelle qui est apportée aux uns et aux autres soit pas artificielle, elle touche les gens là. C'est un bidouillage d'hormones, hein, pour ceux qui connaissent les neurosciences, mais fondamentalement, c'est apporter quelque chose qui se rapproche du réel et qui va ne pas être justement trop artificiel. Et je pense que c'est ça qu'on attend. Après, il y a une réflexion qu'il faut que vous ayez probablement dans votre projet, là, c'est de savoir quel est votre segment, quels sont les segments que vous voulez toucher, quels sont les segments de marché que vous voulez toucher qui ont le plus de besoins. Parfois, je trouve qu'on ne s'intéresse pas forcément aux bonnes personnes ou aux bons segments. Il faut savoir, par exemple, dans le monde, et y compris en France, il y a plein de gens qui sont seuls, qui n'arrivent pas à aller vers les autres. Et très souvent, les solutions qui arrivent sur le marché ne sont pas faites pour elles. Parce qu'on ne les aide pas à faire le premier pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là? Et c'est un peu comme le problème des SDF ou les problèmes des gens qui ont un mauvais logement. Donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des gens qui sont très pauvres émotionnellement? Parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes cette possibilité d'aller vers les autres. Donc, il faut les aider à aller vers les autres. Donc, posez-vous cette question des segments que vous voulez toucher et de la bonne solution pour chacun des segments. Question. Il y avait une question de la part de Oui, c'était plutôt dans... Vous pensez que c'est quoi les risques de distorsion de la réalité là-dessus? C'est-à-dire... dans ce genre de techno ou en général? Là, dans ce genre de techno en particulier. Et justement, peut-être que vous travaillez sur l'émotionnel et les objets connectés. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose qui a toujours existé, mais il y a certaines personnes qui accordent plus d'importance à certains objets qu'aux personnes autour d'eux. Et oui, c'est vrai. vous pensez qu'avec les objets connectés, on peut atteindre un cap où ce sera plus la moitié de la population? Et est-ce que pour vous, ça sera un problème ou pas? Je n'ai pas de réponse directe à ta question, parce que ça dépend de quel type d'objet on parle. Je pense qu'un thermostat aura une valeur sexuelle faible pendant très longtemps, si tu veux. Un thermostat connecté. Et c'est pour ça que, bon, il est joli, il est rond, celui de Nest, il est connu, mais sa valeur dans la vie de tous les jours... En fait, il y a beaucoup d'objets qui travaillent à leur utilité, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour être transparents et qu'on ne les voit pas, finalement. Il y a de plus en plus d'objets, par exemple, dont l'incarnation physique est en train de disparaître, parce qu'on leur parle, en fait. Vous savez, Alexa, Amazon Echo, leur équivalent chez Google, Google Home, qui a vu le keynote de Google I.O. mercredi soir? Il y a toujours un guide dans la salle, c'est normal. Donc moi j'en ai vu les 3/4, j'ai pas terminé, mais la quasi-totalité des scénarios, c'est qu'on parle à son téléphone, on parle à son objet, et finalement l'objet disparaît. C'est un type de scénario qui est intéressant, parce qu'il est en train de se développer beaucoup, et il pose d'ailleurs une question, c'est quel va être le rôle des télécommandes, quel va être le rôle des boutons dans la maison ou dans nos objets, si on parle aux objets tout le temps. Alors on peut se poser la question sociale du pourquoi autant de scénarios se développent où on parle à l'objet et on ne le touche plus. C'est intéressant de se poser cette question, parce que c'est pas forcément très efficace au niveau de la gestion du temps. Parce que entre appuyer sur un bouton avec le doigt, tac, ou parler à l'objet pour dire allume la lumière, franchement, en calories dépensées, il n'y a pas photo, c'est pas efficace de parler à l'objet. C'est plus rapide de taper sur l'objet. Mais peut-être que, nonobstant les progrès qu'on fait dans la reconnaissance vocale et dans l'intelligence artificielle, peut-être que c'est parce que finalement, certaines personnes, certains usagers ont besoin de parler à l'objet. Comme s'ils parlaient à une personne. Peut-être que ça va leur apporter quelque chose d'un point de vue émotionnel. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. C'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui avez expérimenté, c'est vous qui testez. Je ne sais pas si vous appliquez dans le hackathon d'aujourd'hui une méthode qu'on recommande toujours dans les Startup Weekend, qui consiste, quand on a une idée, à aller la tester dans la rue. D'aller voir des gens ou de le faire par des réseaux sociaux. Il faut toujours tester sur le terrain les idées, pour voir si l'idée qu'on a, c'est une idée à la con, ou une idée qui réellement répond aux besoins des uns et des autres. Il y a une étude que j'ai récupérée récemment, qui circule sur les réseaux sociaux, qui montre que le principal facteur d'échec des startups, à 42%, je crois, encore 42%, c'est ce chiffre que j'ai retenu, c'est que le produit sert à rien et n'intéresse pas les gens. C'est une idée à la noix qui n'a aucun intérêt. Et la meilleure façon de l'éviter, ça, c'est d'aller voir des vrais gens. Et de parler un petit peu à leur portefeuille aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, c'est génial ton truc, ouais, super, je prends. » T'es prêt à payer 42 € pour l'acheter? Oui, peut-être pas.
Donc il faut que les gens soient prêts à payer pour aussi. Donc il faut que certes ça apporte du plaisir, ça réponde à un besoin, mais il faut que les gens soient prêts à considérer que ce besoin est dans leur priorité pour qu'ils dépensent de l'argent, directement ou indirectement, pour la solution, le produit, le service, le logiciel, le contenu ou l'objet correspondant. Donc dans la vie des consommateurs, comme d'ailleurs dans la vie des entreprises, il faut toujours arriver à comprendre qu'on a tous des besoins, mais on a aussi une hiérarchie de besoins. Je ne vais pas refaire la pyramide de Maslow classique, mais tout le monde a une pyramide de besoins. Et cette pyramide, elle dépend de plein de situations. Et d'ailleurs, la pyramide de Maslow est très contradictoire et misleading. Elle a tendance à considérer que oui, il y a des gens qui ont des besoins primaux, de base, et tant que ces besoins ne sont pas résolus, la question de la réalisation de soi est secondaire. Non, c'est pas vrai. Tout le monde a des besoins de réalisation de soi. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Tout le monde a des besoins sociaux. Tout le monde a besoin, presque à part quelques exceptions, tout le monde a des besoins d'interaction avec les autres. Et si on vous empêche d'avoir d'interaction avec les autres, vous n'avez pas de vie sociale et c'est difficile. Sauf pour certaines personnes qui ont des troubles sociaux, des troubles de relation avec les autres. Mais ça, ce sont des pathologies. Mais en règle générale, on se réalise par les relations avec les autres. Comparez par exemple une journée où vous êtes tout seul à étudier un truc sur un papier, et une journée où vous discutez au resto, au café, avec des amis, des gens que vous ne connaissez pas, vous faites des découvertes, vous échangez des idées, vous savez que ça vous remue quelques hormones quelque part là, et que ça vous apporte une dose sociale importante. Et donc tout ce que vous faites dans vos projets qui va remuer ça, qui va remuer la relation avec les autres, jusqu'à l'amour et parfois le sexe, mais tout ce qui va remuer ça aura une valeur positive dans la vie de tous les jours des gens, et de manière récurrente. Donc c'est ça qui va apporter quelque chose. Bon, sur ce, je ne vais pas vous tenir la jambe longtemps, parce qu'il faut aller bosser maintenant, les bobos. Donc vous allez bosser, je vais aller vous voir. Il paraît que souvent, il faut qu'on donne une spécialité. Quand on est mentor, vous savez, vous voyez des mentors, vous leur dites qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Quelle est votre spécialité? Alors si vous me posez la question, moi je dirais j'en ai pas. Donc c'est un peu touche à tout. Donc je pourrais vous aider dans plein de domaines. Ouais. Une autre question du coup, comment bien troubadour comme vous? Parce que ça a l'air génial. C'est bien bon. Ah Comment vous voulez être devenu? Comment je suis devenu? Je ne vais pas faire ma vie complète, hein. Moi j'ai 55 ans, j'ai passé par plein de cases différentes. Je peux donner des petites recettes. Petites recettes, il faut être très curieux, il faut avoir envie de donner. Et quand on donne beaucoup, en retour, on peut payer, on peut rendre service à des gens, rendre service à des entreprises et trouver du business. Parfois, il faut être spécialisé, parfois non. Moi, je suis très curieux dans plein de domaines différents. Ça me permet d'apporter quelque chose à pas mal de gens, dans pas mal de circonstances. Voilà, basiquement. Il faut se faire connaître, il faut publier, il faut écrire, il faut parler, il faut aller dans des conférences. Chacun dans sa spécialité. Alors, quand on est jeune, il vaut mieux commencer en étant spécialisé dans un domaine, et peut-être qu'après, avec l'expérience, on peut devenir un petit peu troubadour comme moi et s'intéresser à plein de domaines. C'est pas mal d'avoir une expérience de la vie en entreprise. Moi, j'en ai une. J'ai passé 15 ans dans une grosse boîte que certains connaissent, qui s'appelle Microsoft. Avant, j'ai passé 5 ans à être développeur. Donc, moi, à l'origine, je suis ingénieur. Mais j'ai gardé la molécule d'ingénieur dans le cerveau. Enfin, je reste un ingénieur dans le cerveau, mais qui s'est intéressé à plein d'autres dimensions pour pouvoir m'adapter à plein de circonstances. J'ai fait du marketing, je m'intéresse aux sciences sociales. Maintenant, je m'intéresse à la biologie et à la génomique. Il n'y a pas de limite, en fait, tant qu'on est curieux. Et peut-être qu'une autre recette que j'applique, que je vous recommande, parce que je pense qu'elle est applicable dans tous les métiers, dans tous les domaines, c'est de rester curieux et d'avoir l'âme de l'étudiant optimiste et positif toute la vie. Moi, je considère que je ne terminerai jamais mes études. J'ai fait une école d'ingé il y a 35 ans, mais en fait, je continue à faire école d'ingé tout seul. Je suis un 42, moi, tout seul, au sens où j'étudie par moi-même. Quand je m'intéresse à un sujet, je prends un machin qui s'appelle Google, je rentre tous les mots-clés imaginables et je scanne tout ce que je peux à partir de Google. Je creuse, j'écris, je partage, je rencontre des gens, et petit à petit, j'arrive à développer, non pas ce qui est prétentieux, une expertise, mais une connaissance générale qui peut être approfondie et qui me permet de la partager, de diffuser avec les autres et de continuer comme ça. Et pour vous, c'est quoi votre plus grande réussite à travers ça? Ma plus grande réussite, c'est une bonne question. Je dirais que c'est probablement le guide des startups, au sens... C'est pas forcément une réussite qui m'apporte tous les jours mon grain de sel émotionnel,
Mais c'est une réussite dans la mesure où c'est quelque chose que j'ai fait de manière complètement comme ça aléatoire. C'est un jour quelqu'un qui m'en a donné l'idée en disant bah, tiens, fais-le. Parce que je me posais la question, est-ce qu'il y a quelque part un endroit sur Internet qu'on peut trouver qui répond aux grandes questions qu'on se pose quand on veut créer une start-up? Parce que moi-même j'étais investisseur, j'ai aidé des boîtes et je ne comprenais pas ce que me disaient pas mal de gens, notamment les investisseurs. Ils parlaient le chinois pour moi. Term sheet, ratchet, tout le langage financier de la start-up, c'est vital, quoi. On ne comprend rien quand on démarre là-dedans. Et quand on est entrepreneur, notamment quand on cherche de l'argent, on ne comprend pas ce que les investisseurs racontent. Et donc, ne trouvant pas ça, je me suis dit, je vais le créer. Et ma plus grande satisfaction émotionnelle, c'est de rencontrer régulièrement, notamment dans les conférences du monde de l'entrepreneuriat, des jeunes qui viennent me voir et qui me disent merci. Et le simple fait de rencontrer des gens qui me disent merci, ça fait mon jour, ça fait ma journée. Donc c'est une forme de réussite, d'avoir aidé les autres. Merci.